Bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour ce deuxième événement consacré au futur du secteur du luxe et lifestyle. Il fait suite à un premier événement qui a eu lieu au mois de mai dernier et qui présentait de manière assez générale les grandes transitions auxquelles ce secteur doit faire face. Et merci pour votre présence aujourd'hui pour parler donc d'un sujet qui nous anime tous. Les technologies immersives, est-ce une nouvelle hype ou une réelle création de valeur? Pour ma part, donc, en deux mots, Julie Rollin-Moustéou, je suis directrice de projet chez Faber Novel. Faber Novel, en deux mots, c'est une agence d'innovation internationale qui fête ses 18 ans cette année. Nous sommes présents sur 4 continents avec plus de 400 talents à travers le monde. Et nous accompagnons les entreprises sur des sujets d'innovation suivant 4 grandes thématiques, des aspects culture, design, marketing et technologie. Et aujourd'hui, nous accueillons pour cet événement 3 invités. Patrick Hennegan de la société Snap, Vincent Vella de la société NED et Clément Le Dormeur de Faber Novel Chine. Je les laisserai se présenter juste après. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on souhaite vous poser quelques petites questions. N'hésitez pas à réagir dans le chat dédié. Avez-vous déjà joué à Pokémon Go, ou du moins avez-vous déjà entendu parler de ce sujet? C'était le jeu Phénomène qui est sorti en 2016. Le jeu Phénomène sorti en 2016 et qui a fait grand bruit. Ou peut-être vous utilisez Snapchat. N'hésitez pas à réagir. Ou peut-être vous avez déjà utilisé l'application de mesure qui existe sur iOS pour dimensionner un espace. Je pense par exemple, si vous avez un bureau à placer chez vous, mesurer quel espace vous avez à disposition. Ou peut-être vous avez utilisé les applications de Ikea ou Made avec la projection de meubles dans les espaces pour vous rendre compte un petit peu de ce qu'il en est. Tout ça pour vous dire en fait que toutes ces applications sont des applications de réalité augmentée et les usages de réalité augmentée sont déjà dans notre quotidien. Et pour redonner un peu de contexte, ce que nous, on va appeler technologie immersive, ça va être des expériences et des usages qui permettent d'ajouter ou de créer du contenu virtuel au sein d'un environnement physique ou réel. Et toutes ces expériences, en fait, elles font appel aux sens et aux émotions tout autant que dans la réalité. Et parmi les technologies immersives, donc on parle d'expérience, vous avez sûrement entendu parler de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, même de la réalité mixte, de l'holographie. Et toutes ces expériences, en fait, elles sont soutenues par des dispositifs hardware, donc du matériel, ou software, des logiciels, qui sont équipés de nombreux capteurs. Donc, on peut avoir des casques, des écrans, des dispositifs son, qui soutiennent en fait ces technologies. Ainsi, en fait, avec ces technologies, la conscience de ce qui appartient au monde réel ou virtuel s'estompe. Ces technologies immersives ne sont pas un sujet nouveau. Les marques ont déjà commencé en fait à se l'approprier et à révéler leur puissance créative grâce à ces technologies. Si on regarde par exemple le groupe OTB ou Gucci, ils ont notamment investi les environnements virtuels en s'emparant du fameux sujet des métaverses. Donc, une petite parenthèse sur ce qu'on entend par métaverse. La métaverse, c'est une réalité digitale qui combine des éléments des réseaux sociaux, des jeux et de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Également, vous pouvez trouver des sujets de crypto-monnaie ou de NFT qui permettent des interactions aussi avec les utilisateurs. En fait, on voit apparaître aujourd'hui de vraies stratégies d'innovation autour de ces technologies immersives au sein de nombreuses marques. Et comme le mobile il y a 10 ans, c'est maintenant que les dés sont joués au niveau de ces technologies et qu'il faut savoir prendre de la hauteur et s'approprier ces sujets. Maintenant, si on en revient à notre sujet, tout le monde se pose la question de est-ce qu'on peut créer une réelle valeur pour la marque avec ces technologies immersives? Et on se propose de faire un petit voyage dans le temps pour tenter de répondre à cette question. On aime bien faire ce genre d'exercice chez Faber Novel. Donc, on vous propose de vous projeter dans la Fashion Week du 2 décembre 2031.
où sont présentées donc, la collection automne-hiver de l'année suivante, 2032. À cette occasion, vous découvrez le nouveau sac Marvin, qui est très innovant du point de vue de son design, également du point de vue des matériaux avec lesquels il a été réalisé. Un sac en textile fabriqué à partir d'algues brunes. Mais pas seulement, c'est surtout le premier sac à avoir été totalement imaginé et créé, conçu, prototypé et développé et commercialisé avec l'aide des technologies immersives. Et d'autant plus, ce sac existe en version physique et en version virtuelle. Donc, on vous propose de revenir un petit peu sur la manière dont Marvin a été designé et réalisé. Marvin a été dessiné, puis modélisé en 3D. Il peut à présent se matérialiser dans des espaces réels ou virtuels. Et j'insiste sur le fait qu'en 2032, la majeure partie des pièces d'une collection existeront en modèle 3D. À ce stade de l'idée et du design, Marvin a pu être présenté en fait, à toutes les équipes à travers le monde grâce à l'environnement virtuel, donc le métaverse de l'entreprise. Donc, grâce aux technologies, Marvin aujourd'hui est designé et présenté en 3D à toutes les équipes. Si on revient sur la conception détaillée et le prototypage, puis le développement de Marvin, les technologies immersives, combinées en fait à des algorithmes d'intelligence artificielle, ouvrent des nouveaux possibles. Si on regarde par exemple du côté des matériaux, les matériaux ils sont analysés suivant un certain nombre de critères, la qualité, la robustesse, peut-être même les défauts. Et en général, ces matériaux ils sont soumis à des traitements chimiques pour la coloration par exemple. Et donc les technologies immersives pourraient aider à se projeter dans des rendus suite à des traitements chimiques par exemple. Du point de vue de la réalisation, grâce aux technologies immersives, on pourrait imaginer projeter différents scénarios de réalisation. Et du point de vue de la transmission de la connaissance et des savoir-faire, on pourrait imaginer équiper les artisans d'écrans ou de lunettes permettant de les former tous à distance grâce aux technologies immersives. Donc, grâce à tout ça, on pourrait, en termes de résultats, on aura moins de rebuts parce qu'on aura pu anticiper les résultats, on aura anticipé la prise de risque grâce à la déclinaison des scénarios de réalisation et on aura aussi des gains du point de vue opérationnel. Si on regarde du point de vue marketing et communication, grâce aux technologies immersives, on aura tous les assets produits, donc les assets 3D, qui vont permettre donc de soutenir et d'anticiper les actions marketing et communication. Le catalogue produit et la visualisation en ligne de ces produits aura pu être anticipée et on pourra se projeter en fait, sur ces éléments bien plus en amont qu'aujourd'hui. On pourra également, grâce à ces assets, anticiper le mix produit et le visual merchandising au sein de magasins physiques ou virtuels. Et également, on pourra anticiper tout ce qui est réalisation de contenu, que ce soit des vidéos ou de la publicité. Donc maintenant, Marvin a été designé, prototypé, réalisé. Il est prêt à être commercialisé. Et pour parler donc de la suite et notamment de l'expérience client, nous allons aborder ça avec nos invités. Simplement, en fait, ce qu'il faut retenir de cette design fiction, c'est que les technologies immersives en 2031, au sens expérience, feront partie certes de notre quotidien personnel à tous, mais surtout de notre quotidien professionnel. Donc, on vous propose de revenir en 2021 et de vous partager un petit peu les 3 grandes convictions qu'on a sur les sujets des technologies immersives. Nous avons la conviction que c'est un levier de création de valeur suivant 3 axes. Du point de vue des savoir-faire, les technologies immersives ouvrent la porte à de nouveaux espaces de création et de savoir-faire. On l'a vu dans la design fiction, on pourra élargir la transmission et valoriser les savoir-faire, mais également amplifier l'approche créative des marques. Et la création, c'est l'essence même d'une marque, et notamment d'une marque de luxe. Au niveau business, c'est une opportunité d'optimiser les coûts et également de créer de nouveaux business models et de pénétrer de nouveaux marchés. On n'en a pas parlé dans la design fiction, mais personne n'a échappé à la vague des NFT. De nombreuses marques se sont parées du sujet et c'est de nouvelles lignes de business model. Et du point de vue de l'image, les technologies immersives permettent en fait de rayonner dans l'ensemble des environnements physiques et virtuels, notamment au travers des assets 3D qui auront été créés pour la marque.
Je vous propose à présent d'entamer la table ronde. Je vais laisser la parole à Patrick, Vincent et Clément. Bienvenue. Merci. Je vous invite à peut-être dire quelques mots vis-à-vis de votre parcours et de vous présenter. Tout à fait. Je vais commencer. Je m'appelle Patrick Hennegan. Je suis marketing lead pour l'Europe du Sud chez Snap, basé à Paris. Moi, je m'occupe d'accompagner l'équipe de la régie commerciale Snap dans le marketing de notre offre publicitaire. Et dans le cadre de cette activité, on travaille beaucoup ici à Paris avec les marques de luxe, notamment sur des dispositifs immersifs autour de la réalité augmentée. Moi, je suis Vincent Vella, je suis le cofondateur de NED, qui est une société spécialisée dans les technologies immersives et les expériences immersives. Chez NED, on a plusieurs aspects dans nos activités, la plus grande partie étant avec les marques, qu'on accompagne de la stratégie et la conception des expériences à la production et au déploiement d'outils et services utilisant des technologies immersives. Et Clément? Avec la caméra, voilà. Donc Clément Ledormer, General Manager de la division Tech à Faber Novel en Chine. Et on était un des premiers studios justement à faire de la réalité augmentée sur WeChat en Chine. Voilà. Merci à vous. Alors, selon vous, les technologies immersives sont-elles une nouvelle hype, on entend beaucoup parler, ou alors un réel levier de création de valeur? Les deux, en général. Très bien. Moi, je pense que c'est un peu des deux parce qu'il y a tellement de technologies qu'il y en a qui tombent dans le domaine de la hype et d'autres qui tombent dans le domaine de la création de valeur. Et donc, ce qu'il faut faire comprendre aux marques, c'est qu'il faut rester serein face à toutes les possibilités et être accompagné pour vraiment trouver celle où il y a une vraie création de valeur. Moi, je pense que fondamentalement, c'est une création de valeur parce que ces technologies sont aujourd'hui, pour certaines comme la réalité augmentée, à un niveau de maturité et d'usage où on peut apporter un vrai plus en termes d'entertainment, de divertissement ou d'utilitaire. Moi, je parle du point de vue de Snapchat, donc une plateforme de communication et de publicité. Et de ce point de vue-là, les technologies immersives apportent un vrai plus parce qu'elles permettent aux marques, et notamment les marques luxe et lifestyle, de réenchanter la rencontre entre le consommateur et le produit et l'univers de marque. Très bien. Alors je rejoins tout à fait. Moi, si je devais faire une comparaison, je pense que dans l'évolution du digital, il y a eu différents cycles. Et tous ces cycles ont commencé par une phase où les outils ou les nouvelles plateformes mises en place commençaient plutôt par une forme de hype et potentiellement étaient de temps en temps un peu gimmick. Donc, si on revient un peu en arrière, sans vouloir faire trop le vétéran du digital, voilà, dès les premiers sites web, les marques, quand elles les créaient, ne savaient pas forcément exactement qui a touché, combien de personnes allaient arriver, pourquoi faire. Mais elles a commencé à créer une présence et puis les modèles se sont standardisés, les objectifs et les stratégies se sont affinés et c'est devenu un véritable outil pour les marques. Ensuite, si on regarde l'arrivée des réseaux sociaux, ça a été à peu près la même chose. On postait des posts sur Twitter, sur Facebook. On ne savait pas trop à qui on s'adressait. On se parlait plus à soi-même qu'on parlait aux autres. Et les marques, un peu de la même manière, de manière un peu balbutiante, on commençait à jouer avec. Et aujourd'hui, c'est fondamental pour les marques, cette présence sur les plateformes. Le mobile, Judith en parlait tout à l'heure, c'est exactement pareil. Voilà, au début, on ne savait pas trop quoi en faire. Et aujourd'hui, c'est indispensable dans notre vie et dans la vie des marques. Et notre conviction chez NED, et je pense que c'est partagé ici, c'est que les technologies immersives, c'est un peu la prochaine étape. On est au tout début, donc on invente, on défriche ce territoire avec les marques qui testent des choses aussi pour se faire la main et pour comprendre comment les utilisateurs s'emparent de ces technologies, qu'est-ce qu'on peut apporter aux consommateurs à travers elles. Mais pour nous, c'est une évidence que c'est que le début du chemin et que dans 5 ans, si on se revoit, ça serait une évidence pour tout le monde que ces technologies sont au cœur de l'expérience de marque et de la découverte du produit. Et pour ma part, je suis assez d'accord avec Vincent. Je pense qu'en effet, chaque nouvelle technologie a une certaine période de hype. Je me rappelle de la réalité augmentée, notamment il y a 4 ans, qui était vraiment à ses tout débuts et avec lequel il était très difficile de faire quelque chose de qualité. Et aujourd'hui, 4 ans après, on commence vraiment à avoir des résultats plus solides
qui peuvent être utilisés de plus en plus par les marques, et notamment les marques de luxe. Après, comme il l'a dit également, je pense que on est au tout début, en tout cas pour certaines technologies. Donc, je pense ça dépend vraiment des technologies. Et après, la création de valeur, je trouve qu'elle arrive de plus en plus parce que avant, c'était beaucoup utilisé pour les campagnes, les effets gimmicks. Donc, on commençait à jouer avec, comme Vincent disait. Maintenant, c'est utilisé pour des fonds, pour des intérêts plus axés sur l'e-commerce ou sur la vente. Donc, il commence à y avoir un enjeu business qui devient de plus en plus important. Je pense pour rebondir sur ce que dit Clément, si je prends l'exemple de la réalité augmentée chez Snap, donc on a sorti nos premières lenses ou filtres en réalité augmentée pour le visage en 2015. C'était la tête de chien, c'était le vomi en arc-en-ciel. Donc on était effectivement dans le pur gimmick. Et on était sur quelque chose, la réalité augmentée, fondamentalement, c'est l'analyse des surfaces et le fait de poser sur une surface un objet en 3D. On commence par la surface un peu basique, mais qui nous tient tous à cœur, qui est notre visage, vers cette caméra. Et nous, on s'en servait, comme on était un outil de communication, comme une façon d'encourager les gens à s'amuser, à exprimer des émotions. La réalité augmentée, c'est une technologie qui n'annihile pas l'émotion, comme souvent on pense que la technologie fait disparaître l'émotion. En fait, la réalité augmentée provoque l'émotion, puisque on rit, on pleure, on se sent un peu ridicule. Ça allait de pair avec le fait que les snaps disparaissaient. Donc, on était dans une créativité. Mais on était dans le gimmick. Ça, c'était 2015. Aujourd'hui, fast forward, 6 ans plus tard, 2021, on peut parler de dispositifs de marque avec un Gucci qui réussit à vendre des sneakers grâce à un dispositif qui va analyser la taille du pied, qui utilise du machine learning pour ajuster le sneaker exactement à la taille de mon pied, et une redirection sur le site produit de la marque pour faire un achat e-commerce ou même m-commerce, mobile commerce. Et donc, c'est assez fascinant de voir cette évolution et nous, chez Snap, on dit from toy to tool, du jouet à l'outil. Et c'est vraiment quelque chose qui a été observable à travers ces années de développement technologique. Et là, on en est qu'aux prémices, donc c'est extrêmement excitant. Ok, merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Vincent? Je pense que par rapport à l'exemple design fiction de tout à l'heure avec le sac Marvin, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire, voilà, en fait, dans les différentes étapes que les technologies immersives vont franchir et permettre aux marques et aux entreprises de franchir. Alors, il y a l'étape gimmick, ensuite, il y a l'étape plus utilitaire, tool, dont on parlait à l'instant. Donc, c'est le digital et les expériences immersives au service de quelque chose d'autre qui va être la transformation sur un site e-commerce ou la découverte d'un espace de vente, aller se rendre en boutique ou même enchanter la boutique. Et un dernier stade que va franchir cette technologie, et c'est là où le métaverse, qui est un peu le buzzword du moment, mais va prendre sens, ça va être une forme de monde parallèle ou une surcouche virtuelle sur le monde qui va permettre de créer une autre économie. Voilà, il y a pas mal d'études qui vont dans ce sens, et notamment dans le secteur du luxe. Alors, je l'ai noté tout à l'heure avant de venir. Il y a Morgan Stanley qui prévoit que le métaverse a un potentiel de 50 milliards de dollars de revenus pour le secteur du luxe, simplement en vendant des assets, des objets ou des services virtuels dans ce métaverse. Donc, acheter un skin pour un personnage, modifier le lieu virtuel dans lequel on travaille ou le lieu virtuel dans lequel on va avoir des interactions sociales avec ses amis. Tout ça va créer une autre économie, un autre mode de vie potentiellement, de la même manière que le mobile a transformé nos vies. À un moment, on se connectait sur Internet. Maintenant, aujourd'hui, on est toujours dans Internet. Là, on le verra physiquement, cet Internet autour de nous. Donc, ça veut dire que ça va créer un nouveau lifestyle. Et qui dit lifestyle dit forcément une présence des marques, et notamment des marques de luxe, qui vont avoir un terrain de jeu pour avoir une nouvelle surface d'expression et des nouveaux assets qui vont exprimer la marque et l'esprit créatif qui les anime. Ok, très clair. Clément, tu veux rajouter quelque chose ou j'ai une question? Non, je pense par rapport à la création de valeur, et il y avait l'exemple d'IKEA, et je trouve que c'est un très bon exemple en fait dans le côté utilitaire qu'on a mentionné, où IKEA justement utilisait Layer Kit par rapport à ça. Et je le vois en Chine, où aujourd'hui ils l'ont mis également en magasin pour pouvoir placer des cubes et voir sur un écran les meubles
qui apparaissent dans cet écran pour s'imaginer en fait dans son salon comment le meuble va être positionné et voir s'il passe ou pas. Et ce qu'on a pu voir comme challenge avec IKEA, c'est justement que l'espacement n'était pas un carré dans les appartements ou dans les maisons en Chine. Donc en fait, ils ont dû repenser leur concept pour justement pouvoir dessiner ou on va dire faire les contours de l'appartement ou l'architecture de l'appartement, grosso modo, pour voir si ça pouvait passer. Donc c'est là où je pense qu'il y a une vraie création de valeur. On part d'un concept qui est de placer en réalité augmentée des meubles dans un espace, mais cet espace, vu qu'il n'est pas adapté, on peut le définir et l'adapter. Et donc, c'est là où, pour moi, il y a une vraie création de valeur, c'est quand il y a une fonction utilitaire, plus que le chimique. Voilà, juste pour compléter. Ça marche, merci Clément. Il y a une question du public. On se souvient donc des Google Glass, dont l'ambition grand public n'a pas forcément été atteinte. Est-ce que selon vous, c'était quelque chose qui était en avance de phase ou alors une mauvaise analyse des besoins et des usages? Les deux. Les deux. Alors c'est fascinant. À titre perso, c'est fascinant pour moi parce que j'étais chez Google à cette époque-là. Et aujourd'hui, je suis chez Snapchat où on vient de lancer la 4e version des Spectacles qui contiennent, donc nos lunettes, pour la première fois, contiennent un écran qui peut montrer des expériences en AR en temps réel. Et ce que ça montre, c'est finalement l'expérience Google Glass, elle était trop en avance sur son temps. En technologie, il y a toujours est-ce que l'idée est bonne et est-ce que le moment est venu? L'idée était bonne, mais le moment n'était pas venu, l'expérience n'était pas optimale. Et ensuite, Google n'est sans doute pas la meilleure marque quand il s'agit de marketer une expérience. Chez Google, on lance un produit, une techno en disant c'est génial, débrouillez-vous. Et on ne pense pas forcément au consommateur, on le laisse lui faire le travail de comprendre l'intérêt par lui-même et se l'approprier. Et c'est vrai que puis Glass répondait pas c'était une solution sans problème. Le besoin était pas encore là, à part le fait de prendre des photos sans les mains de ses enfants. Ça s'arrêtait un peu là. Mais c'est une bonne idée, mais trop en avance. Mais aujourd'hui, 10 ans plus tard, on voit que c'était une bonne idée. Ça marche. Je propose Oui, Clément, tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet des Google Glass? Par rapport à ça, je pense qu'on en a pas mal parlé avec Vincent, mais je pense qu'il y a 60% de personnes qui portent des lunettes aujourd'hui dans le monde. Donc, en fait, ça laisse de côté après un certain pourcentage de la population. Donc, le fait que ce n'est pas accessible à tout le monde également a peut-être bloqué l'adoption en fait, de cet outil. Et je pense qu'en effet, Google était un petit peu en avance là-dessus, mais il y a aussi une part consommateur sur l'utilisation des lunettes, tout simplement. Ok, merci. Je propose de passer à la question d'après. Quels sont selon vous les facteurs clés de succès d'une expérience immersive réussie et comment on peut le mesurer? Alors, pour moi, le fait de créer une expérience immersive, ça répond exactement au même processus, en tout cas au tout début, que pour n'importe quel brief avec n'importe quelle technologie. C'est-à-dire qu'il faut se demander c'est quoi l'objectif principal, à qui on s'adresse. Et c'est ce qui va permettre dans la phase de conception et dans la phase stratégique, de bien choisir les points de contact, la nature de l'expérience, définir quel est l'objectif principal. Donc, est-ce que c'est simplement de la visibilité, de la notoriété? Donc, ce qui va nous emmener sur un certain type de plateforme, un certain type d'expérience, par exemple sur Snapchat, faire une lens qui va être vue par des millions de personnes, partagée, qui va relayer peut-être être dans l'esprit d'une campagne qui est la campagne que tout le monde voit en ce moment, soit à la télé, son affiche, ça va à la fois prolonger, amplifier et permettre aux gens de s'approprier la campagne. Donc ça, c'est un objectif. Ou est-ce qu'on est dans quelque chose de plus dirigé e-commerce? Donc c'est de la conversion qu'on va chercher. Et à ce moment-là, c'est peut-être un autre canal ou peut-être d'ailleurs des canaux qui vont se répondre les uns aux autres. Donc un essai de sneakers sur Snapchat qui renvoie sur la plateforme e-commerce de la marque où on peut customiser la chaussure et changer sa couleur avant de la recevoir. Donc voilà, donc bien définir l'objectif, bien définir la cible, déjà c'est la base et c'est vrai pour les technos immersifs comme pour les autres technos. Après, je pense qu'il y a aussi une question de se mettre à la place de l'utilisateur.
ce qu'on oublie souvent, voilà, c'est que ça ne peut pas être vécu comme de la publicité, puisque c'est le réalisateur de cette publicité, entre guillemets, quoi qu'il arrive, ça sera l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire que si on ne fait pas preuve d'empathie, qu'on ne se met pas à sa place, on ne peut atteindre aucun objectif avec la réalité augmentée. On essaie de transformer les gens en bannières publicitaires, qui en général est assez mal vécu et ne fonctionne pas. Ok, donc être très centré sur les besoins. Et voilà, vraiment se mettre à la place de l'utilisateur, se demander ce que ça lui apporte, quelle émotion aussi on veut générer. Voilà, est-ce que, effectivement, c'est de l'enthousiasme, de la curiosité voilà. Est-ce que c'est lui apprendre quelque chose sur la marque ou sur le produit? Ça peut être aussi un peu plus pédagogique que simplement divertissant. Mais voilà, c'est ça les éléments clés pour commencer, à mon avis, un projet. Je suis d'accord avec Vincent et au fond, en fait, on repose les mêmes questions que pour n'importe quelle technologie. Je pense que ce qui est important de voir en termes pour qualifier ce succès, c'est effectivement d'avoir les bonnes métriques. Nous, par exemple, quand on parle de publicité, on estime que le succès, c'est le temps passé avec l'expérience. Ça, c'est quelque chose qui ne ment pas. C'est quand même qu'on a passé du temps à jouer, à explorer. On est aussi dans un usage précis. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des dispositifs en AR qui étaient plus passifs, où on regardait une histoire se dérouler devant nos yeux. Et en fait, c'est assez vite chiant, même si c'est très beau. Et il ne faut pas oublier que le digital est un média, et encore plus le mobile, un média d'intention. C'est-à-dire que on va sur son mobile généralement parce qu'on a l'intention de faire quelque chose, on a l'intention de tuer le temps parce qu'on est dans la salle d'attente chez le médecin, ou on a l'intention de faire un achat, faire une recherche, de regarder sur Google Maps le temps qu'il faut pour aller à mon prochain rendez-vous. Donc il y a cette intentionnalité et l'utilisateur, il va zapper encore plus vite qu'avec la télé. Sur le mobile, il zappe avec son doigt. Donc il faut répondre à son intention, l'intention de s'amuser, de se renseigner. Il faut lui donner les contrôles. Nous, on aime parler de passer de storytelling à story living. Comment est-ce que, par exemple, j'ai fait Perrier, par exemple, avec nous, fait beaucoup de campagnes où ils utilisent la réalité augmentée pour créer des jeux où l'utilisateur devient le héros du film de Marc Perrier. Donc, dans le film Perrier Energize, dans le film, la personne boit cette boisson énergisante de Perrier et fait une chorégraphie. Et dans Snapchat, en fait, la Lens avait utilisé le body tracking et a invité l'utilisateur à reproduire cette choré. Et donc à se dépenser, à ressentir l'effet du Perrier. Et donc quelque part, on remet l'utilisateur au centre du storytelling de marque et on fait de lui vraiment un acteur et pas juste un spectateur. Il est dans l'intention. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est de leur donner quelque chose à faire. Et donc pour le luxe, c'est un univers à explorer. En fait, quand on pense à tout le temps qui est passé par une maison sur la définition d'une nouvelle collection, d'un nouvel univers qui pensait du produit jusqu'aux médias. Et en fait, il serait bête de ne pas apporter le même degré de soin à l'expérience digitale, sous prétexte que c'est digital. Et si aujourd'hui le désir est créé avant tout sur le digital, parce que c'est là qu'on passe le plus de temps, c'est aussi là qu'il faut qu'on soigne le plus l'expérience pour que le désir, l'envie de rencontrer le produit en vrai se fasse. Après, juste pour rebondir sur ce que tu disais, le paradoxe, je trouve, c'est que autant sur le mobile, c'est l'endroit où effectivement on veut faire plein de choses en même temps et on peut se zapper très rapidement. Et en même temps, les technologies immersives, la réalité augmentée notamment, quand on a bien fait son expérience, c'est là où on arrive à capter l'attention des gens le plus longtemps. Par exemple, voilà, on a fait des lens Snapchat où les gens sont restés 2-3 minutes à jouer avec la lens qui compense à autant d'expositions publicitaires pour une pub télé. Voilà, c'est colossal. Je veux dire que les gens sont acteurs en plus de cette publicité vivante pendant 2-3 minutes sur des applications 7-8 minutes à se balader, à faire des choses ou à essayer de déplacer des meubles ou des objets dans une pièce. Donc, le paradoxe, c'est que c'est l'outil sur lequel on est le plus tenté de zapper et de passer à autre chose, mais que quand l'expérience est bien faite, comme il y a quand même encore ce côté très, très magique aussi de la réalité augmentée, moi, à chaque fois que je développe quelque chose, j'ai un peu l'impression d'être David Copperfield et de présenter mon nouveau tour de magie. Et voilà, et les gens s'embarquent très rapidement et restent très longtemps. Mais voilà, ça veut dire qu'on a quand même au préalable, on s'est demandé qu'est-ce qu'on leur a apporté, comment on les embarque dans cette histoire et comment on les retient le plus longtemps possible dans l'expérience. Entièrement d'accord par rapport à ça. Je pense que c'est se mettre d'un point de vue utilisateur super important et pas juste reproduire quelque chose dans un espace ou utiliser une technologie juste pour l'utiliser.
L'objectif, c'est vraiment de regarder l'engagement. Donc, je pense que ça a été dit en termes de minutes, en termes d'interaction qui est fait. C'est comme ça qu'on va mesurer le succès. Et après, plus sur la partie plus e-commerce, on peut regarder directement le taux de conversion, voir comment c'est utilisé, combien de temps c'est utilisé également. Donc, c'est là où je pense qu'il y a, ce que Patrick a dit, c'est déclencher un intérêt. Parce que c'est possible que la conversion ne se fasse pas, notamment en ligne ou sur son mobile ou dans l'espace. Donc, ça peut se faire très bien en magasin. Et c'est là où comment mesurer le succès, c'est aussi pouvoir rattacher ça à ce qui va se passer en offline par rapport à cet utilisateur. Donc, pouvoir identifier les différents touchpoints, on va dire, pour voir si ça a vraiment amené de la conversion et si l'engagement s'est transformé en achat, tout simplement. Ok, c'est noté. Je vous propose de... Pardon, je sais pas... Que faut-il, maintenant qu'on a parlé des facteurs de succès, que faut-il éviter à tout prix, selon vous, dans l'imagination, ou du moins la conception d'une expérience immersive et dans sa réalisation également? Copier-coller. Vas-y, Clément. Pour moi, c'est vraiment le copier-coller. Ce que je vois beaucoup, c'est des expériences qui ont déjà été créées, déjà été faites, et une marque ou un client peut exactement faire la même chose, sans innover, sans changer le concept pur. Et j'ai pour ça l'exemple de magasins virtuels. Où justement une marque nous avait demandé de refaire le magasin virtuel comme un vrai magasin, mais en 3D complètement. Et on peut voir les différents produits. Il y a quelques expériences dans le magasin virtuel, mais ça reste très proche du magasin standard. Donc, en fait, de là, je pense que l'expérience n'a pas très bien fonctionné, pour être tout à fait honnête. La majorité des utilisateurs sont restés au devant de la boutique. Donc, c'est-à-dire, ils rentrent dans la boutique, mais ils restent sur la première surface, enfin, le premier tiers du magasin. Donc, ils vont regarder à gauche, à droite, au centre. Et donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. C'est vraiment la copie conforme d'un espace réel, c'est copier le concurrent et refaire la même chose. Pour moi, c'est les deux choses à éviter à tout prix. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je rejoins totalement. Je pense que alors ça, c'est un apprentissage et ça passe par des tests aussi. Donc, je trouve ça normal en fait que les marques testent ce genre de choses. C'est comme un peu, toujours pour revenir au début du web, les premiers sites e-commerce, les marques essayaient de reproduire un peu leur boutique physique et des cheminements physiques dans une page qui était en plus en 2D à l'époque. Donc, ça, évidemment, ça ne marchait pas. Et voilà, je pense que la vraie chose qu'on apprend quand on fait de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, c'est que le comportement de l'utilisateur n'est pas du tout le même dans un espace virtuel et dans un espace physique. Il ne va pas regarder les choses dans le même ordre, il ne va pas les regarder de la même manière. Il ne s'attend pas, quand il voit un objet devant lui qui lui plaît, d'aller se déplacer à un autre endroit qui serait une caisse virtuelle pour aller le payer. Donc voilà, il faut oublier un peu toutes les règles du commerce physique et créer ces nouvelles règles, les inventer et plus tard les standardiser une fois qu'on a vu les parcours utilisateurs qui fonctionnent le mieux pour réussir à avoir quelque chose qui fonctionne. Donc je pense que ça, c'est la première chose. Et puis ça rejoint le point de tout à l'heure, c'est ne pas perdre de vue l'utilisateur lui-même. C'est-à-dire, est-ce que le souhait ultime de l'utilisateur, c'est de reproduire ce qu'il va vivre dans la vraie vie déjà quand il va en boutique, ou est-ce que c'est de découvrir totalement d'une autre manière les produits, d'interagir de manière sans limite avec eux? Voilà, aucune limite de catalogue, aucune limite d'essai, aucune limite de découverte de toutes les gammes et de toutes les couleurs. Voilà, donc il y a tellement de possibilités. Voilà, il faut éviter de se restreindre en remettant les contraintes du monde réel dans le monde virtuel. Oui, et effectivement, il y a, comme le dit Vincent, en fait, il y a toujours une adaptation qui est nécessaire. Et nous, ce qu'on dit, c'est voilà, on ne briefe pas pour une lens en réalité augmentée comme on brieferait un spot publicitaire, un spot télé. Enfin, c'est pas le même type de média. Et on en revient effectivement un peu à
ce qui est une de mes obsessions, qui est cette notion d'intentionnalité, qui est que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de vouloir garder le contrôle. Alors, je sais que c'est un sujet d'autant plus important quand on parle de maisons de luxe et de marques de lifestyle, dont le storytelling fait partie du cachet, justifie la valeur qu'on leur attribue. Mais il y a un nécessaire lâcher-prise qui est là dans ces technologies, puisqu'on fait confiance à l'utilisateur pour être créatif. Et si on crée une expérience qui le permet de faire les choses intelligemment, on peut aboutir à des belles choses et en fait se nourrir de la créativité de l'utilisateur. Donc, il ne faut pas... à chaque fois, on est toujours dans une situation où on cherche à garder absolument le contrôle et en fait, on peut en lâcher un petit peu. Nous, on a même des concepteurs, enfin des réalisateurs d'expériences AR, des créateurs en réalité augmentée qui sont plus dans le domaine artistique, qui en fait apprécient énormément cette dimension de se dire que l'œuvre qu'ils créent, donc que ce soit un masque virtuel qui exprime quelque chose ou que ce soit des vêtements virtuels, en fait, l'expérience créative totale pour elles incorpore à la fin la participation du public. Et ces artistes considèrent que leur œuvre n'est réellement terminée que quand elles voient comment le public s'est approprié cette nouvelle veste virtuelle ou ce maquillage virtuel. Et c'est là vraiment qu'on est à la fin de l'expérience. L'expérience ne s'arrête pas avec ce que le créateur a décidé, a pensé, a conçu. Et c'est vrai c'est comme ça que les marques doivent raisonner. Les marques de luxe créent des univers extraordinaires et en fait, elles ont là une opportunité pour inviter l'utilisateur, le consommateur à participer, à jouer. Et il ne faut pas avoir peur de jouer. Il ne faut pas avoir peur de tester. Nous, c'est pour ça que voilà, les snaps sont éphémères. C'est pour que les gens n'aient pas peur de s'exprimer, d'être créatifs. Et c'est un peu la même chose. Et si l'éphémère est devenu un standard de marché dans le digital, dans les contenus digitaux, ça permet de recréer de la rareté. Ça permet aussi de recréer un petit espace un peu safe où on peut s'amuser. Et on peut s'approprier un univers de marque à sa manière et de manière plutôt créative. Et ce n'est pas forcément négatif de lâcher le contrôle. Très clair. Clément, tu veux rajouter quelque chose vis-à-vis de qu'il faut éviter? Ça me semble très bien. Je pense que ce qui est important aussi, c'est c'est dans le micro-détail, mais c'est aussi de prendre en compte les technologies actuelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout sur tous les devices, sur tous les navigateurs. Donc là, on rentre dans le détail et la technique, mais je pense que c'est super important à prendre en compte lorsqu'on fait une expérience, d'avoir des backups pour pouvoir avoir une expérience qui est uniforme. Même si ce n'est pas possible techniquement. Donc, ça, c'est un des gros enjeux aussi pour les marques. Très clair. Et une dernière question avant de passer aux questions du public. Par quoi faut-il commencer pour justement imaginer ces expériences selon vous? Alors, on a déjà dit pas mal de choses. Hein. Bon, je pense que vraiment déjà un brief avec les objectifs, les cibles, enfin ça c'est la base. Après, je pense que quand on commence à rentrer dans les premières idées, pour nous, une question qui est toujours un filtre pour savoir si on poursuit sur l'idée, c'est de se dire, est-ce que là, les technologies immersives apportent quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sans? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose, une expérience que l'utilisateur ne pourrait pas vivre? Est-ce que tu lui apportes quelque chose qu'il ne peut pas avoir d'une autre manière, où il l'aurait d'une manière beaucoup plus compliquée, plus pénible? Et si la réponse est oui, ça apporte quelque chose là, ça vaut le coup de continuer. Et souvent, malheureusement, dans les expériences qu'on voit ou dans les premières idées qui émergent, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est des choses que l'utilisateur pourrait vivre d'une autre manière ou qui ne lui apportent pas grand-chose. Et voilà, donc je pense que ça, c'est un critère assez déterminant pour savoir déjà si ça vaut le coup ou pas de se lancer dans l'expérience. Moi, je dirais qu'il faut commencer par se dire que les talents et les compétences pour vous aider, les marques, à explorer ces univers sont là. En fait, un défi qu'on a aujourd'hui, c'est encore que ces technologies, puisque comme je disais au début, il y en a énormément et déjà faire la part des choses, c'est déjà un travail, mais ce qu'on voit côté Snap, c'est qu'il y a quand même on collabore par exemple avec Net depuis des années et avec plein de studios de production. On a la chance en France d'avoir
et c'est le moment Cocorico, que je fais valoir auprès de mes collègues de Snap à l'étranger, c'est qu'on a en France des compétences et des studios de production de très très grande qualité, de qualité internationale, et on a des gens qui peuvent vous aider à débroussailler ces sujets, et que c'est intimidant la réalité augmentée, on se dit, oh là là, je ne sais pas quoi faire, le brief, je ne sais pas comment briefer une agence, je ne sais pas comment briefer un studio de production, au fond, je ne sais pas très bien ce que ça m'apporte. Aujourd'hui, on a des exemples de ce que ça peut apporter en termes d'utilitaire, aussi bien en termes d'amusement que d'utilitaire, que d'objectifs e-commerce et de vente, puisque moi, des cas Gucci ou Dior d'expérience en réalité augmentée sont des case studies où on a derrière un ROI à la clé. Hein, on a dépassé le stade du gimmick, on a vraiment vendu des chaussures découvertes par le biais d'une expérience virtuelle jusqu'à un achat sur la page produit. Et de bien se dire qu'en fait, les compétences sont là pour se faire accompagner, se faire aider. C'est pas aussi compliqué qu'on le croit, c'est pas aussi cher qu'on ne le croit. Oui, c'est important. Et voilà, ne pas se laisser intimider. Ensuite, il faut effectivement, comme le dit Vincent, bien se poser les questions de pourquoi on utilise la techno, quelle expérience on cherche à atteindre, quelle émotion on cherche à susciter, quelle action on cherche à provoquer. Et ensuite, c'est comme, à terme, c'est des formats qui deviendront des formats comme n'importe quel autre, dont on sait comment faire pour s'en servir au mieux dans ces dispositifs de communication. Clément, par quoi peux-tu commencer, selon toi ? Par quoi commencer ? Alors, moi, j'aime bien prendre d'un point de vue marque, en fait, du coup, et je vais prendre l'exemple de Nike, en fait, à l'époque, quand ils ont commencé justement leur application pour mesurer la taille du pied et savoir quelle pointure prendre. Et donc, quand ils ont commencé ça, c'est d'abord d'un point de vue feedback client. C'est-à-dire, voilà, les consommateurs n'arrivaient pas à trouver. Potentiellement, là, je pars dans le marché, mais c'est-à-dire que la forme, la manière de courir est différente. Et en fait, ils ont essayé de chercher des technologies pour pouvoir trouver une technologie qui puisse permettre OK, tu cours comme ça, donc tu as besoin de telle ou telle paire de chaussures, et on a une machine qui va te permettre d'identifier ça. Après, ils ont mis ça dans l'application juste pour savoir la pointure. Mais je sais qu'il y a des startups qui font ça, par exemple, aujourd'hui, qui permettent d'identifier quelle est la taille et le type de chaussures pour telle ou telle personne pour courir. Donc, ça va se faire via des tests. Donc, c'est pour ça que j'aime bien par quoi commencer côté marque, parce qu'en fait, ça part toujours d'un besoin consommateur, généralement, ou d'une idée, d'une campagne, mais il n'y a pas de mauvaise idée. Donc, la majorité, ils vont partir de ce besoin et identifier les technologies d'abord. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est savoir quelle technologie existe, pourquoi faire, est-ce que ça va servir à ce besoin-là, et ensuite l'essayer, l'adapter à leur marque. Donc, c'est là où le commencement est un peu différent, je pense, d'un point de vue marque, où ils vont chercher directement les technologies avant de chercher les besoins. Donc, c'est plutôt ce qu'on recommande généralement, voilà, de partir du besoin consommateur et voir comment les technologies immersives peuvent aider. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais ouais, je trouve ça intéressant comme approche. Ça marche, merci Clément. Je vous propose qu'on passe aux questions du public. On a eu quelques questions qui nous ont été proposées. Une première question on parlait tout à l'heure du potentiel business lié donc, au sujet des métaverses, donc des produits virtuels, les avatars, etc. Pour les produits physiques, l'opportunité commerciale initiée dans le métaverse se réalisera-t-elle dans le métaverse ou par une redirection des clients sur des plateformes propriétaires, exemple des sites e-commerce, peut-être même des magasins physiques. Alors, ça c'est très difficile de répondre parce que déjà, le métaverse, comment il va se matérialiser, voilà, il y a plein d'entreprises qui ont chacune leur vision, qui vont se confronter à des défis technologiques, à l'accueil aussi du public et des utilisateurs. Donc, voilà, c'est très difficile à ce stade de répondre. Ce qui est sûr, c'est que, a priori, une fois que le métaverse sera installé, il n'y aura aucune raison de transférer les gens de cet espace virtuel, par exemple, vers le site e-commerce.
puisqu'en fait, on sera déjà dans une forme d'Internet qui serait une forme 3D d'Internet. Donc, la transaction se fera également dans le métaverse. Il n'y aura pas besoin de transférer les gens, ce qui veut dire qu'il y a aussi une présence e-commerce et des monnaies qui vont être utilisées. Donc, ça pose plein d'autres questions sur les modes de transaction. Donc, voilà, l'achat pourra se faire. Après, d'ailleurs, c'était l'exemple toujours dans le design fiction de Luciac Marvin, c'est est-ce que j'achète uniquement la version physique ou est-ce que j'achète également la version virtuelle? Parce que demain, la version virtuelle, c'est tout le sujet, aura de la valeur aussi. Alors, est-ce qu'elle en aura autant que la version physique? Ça sera à débattre et on verra où tout ça nous mène. Mais voilà, il y aura les deux versions qui vont peut-être cohabiter. Peut-être qu'on achètera les deux en même temps. Et peut-être qu'il y aura un service après-vente de la version virtuelle et de la version physique aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail pour beaucoup de monde. Mais je pense que l'objectif du métaverse, c'est d'arrêter, en fait, c'est qu'il n'y ait plus de rupture entre le monde réel et le monde virtuel. C'est qu'aujourd'hui, il reste encore un moment de friction, même s'il est de plus en plus ténu, c'est qu'on sort son smartphone, on le regarde, et demain, ça sera fini, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on sera entouré par Internet, et il n'y aura plus cette friction. Ok. Je pense que quand on parle de logique commerciale, on en revient toujours au bon vieux tunnel de conversion et au bon vieux, pour reprendre le début d'Internet, au bon vieux Google Analytics, c'est l'analyse de la déperdition. Et que tant on choisira toujours l'expérience qui nous permettra d'avoir la déperdition la plus faible. On verra, je pense, en parallèle à la fois des solutions dans un métaverse, comme des plateformes comme Snap, où on est en train de travailler sur des logiques de store virtuel dans l'app pour proposer toujours aux marques des dispositifs les plus fluides possibles. Et on en revient à l'éternel débat entre, par exemple, sur le mobile, on avait le débat entre les applis et le web, le HTML5. Et aujourd'hui, on a un peu un mélange des deux. Et je pense que la même logique prévaudra sur le métavers. Et ce sera un enjeu en fait, pour les marques de où est-ce que j'attribue mes efforts et où est-ce que je m'assure que j'optimise bien les bons canaux qui derrière. Et c'est vrai que c'est fascinant ce que dit Vincent. On le voit déjà aujourd'hui, ce phénomène de j'achète une version physique qui me donne dans la musique, dans les contenus. J'achète une version physique de l'objet qui me donne automatiquement accès à une version, le jeu vidéo aussi, une clé streaming si je veux pouvoir jouer à ce jeu. Alors, je n'ai pas le CD sous la main, et pas ma console sous la main, mais je peux y jouer en streaming. Donc, c'est des logiques qui existent déjà et elles sont appelées à se développer encore plus. Très clair. Clément, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet métaverse? Il y a Burberry qui a justement profité du Double 11, qui est un peu le Black Friday en Chine, il y a maintenant 2 semaines, pour vendre des écharpes en NFT sur la plateforme Alibaba, donc e-commerce la plus connue, et qui a tout vendu très rapidement. Donc en fait, oui, plus ou moins, mais par exemple, pour en parler pas mal avec Christie's, la maison d'enchères qui vend des NFT, elle, n'a pas du tout d'intérêt à investir dans cette technologie. Et ça reste un marché très niche pour eux. Donc, en fait, encore une fois, je pense que c'est Patrick qui disait que le métaverse et Mark Zuckerberg a une vision à 10 ans, 8 ans, il me semblait, tu disais. C'est 7 ou 8 ans, oui. Ouais, 8 ans. Et je pense qu'on est co-prémisse, donc à voir, mais on va dire qu'il y a déjà beaucoup de choses à actionner dessus. Ok, merci. J'ai une autre question sur la pérennité en fait, de telles technologies quand les ressources d'énergie diminuent et l'énergie coûte de plus en plus cher. Pourquoi investir dans ces technologies qui semblent très énergivores si par exemple demain les réseaux sont débranchés 50% du temps ou ce genre de choses? Un positionnement sur ce sujet? Ou une question? Alors, on peut prendre le sujet aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qu'on peut faire grâce aux technologies immersives, alors que ce soit en réalité virtuelle ou réalité augmentée, qui vont potentiellement nous empêcher d'aller simplement nous déplacer, par exemple, dans une boutique pour aller chercher quelque chose, pour aller l'essayer ou aller à l'autre bout du monde pour aller discuter avec quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a tous vécu là avec les différents confinements. On s'est quand même tous rendu compte que beaucoup de déplacements physiques qu'on avait pour faire une réunion de 30 minutes où on n'avait pas forcément grand-chose à se dire, ça pouvait faire l'objet d'une visio.
Et donc voilà, la question, ça sera d'ailleurs la même chose pour toutes les technologies et pour tous nos usages demain, c'est voilà, la question du bénéfice. Est-ce que c'est plus intéressant de se déplacer, plus intéressant de vivre à distance? Donc, je ne pense pas que ça soit forcément… je ne crois pas que les technologies immersives vont être le plus gros défi écologique des 15 ou 20 prochaines années. Je suis d'accord, je pense qu'il faut regarder d'un point de vue holistique. Et, il y a voilà, à la fois les gains et la consommation d'énergie d'un côté, mais les gains réalisés. Tu l'as abordé très vite en introduction, mais il y a aussi cette notion des retours. Et nous, voilà, on a des marques d'appareils, de fashion qui nous disent que la réalité augmentée, c'est une façon pour eux de réduire de manière drastique, en fait, de mieux qualifier la décision d'achat parce que j'ai une technologie qui reconnaît mieux mon corps et donc je ne me trompe pas de taille. Et donc là, on réduit drastiquement les retours et on réduit du coup la dépense énergétique et les excès qui peuvent venir de cette pratique-là. Donc, il faut regarder ça d'un point de vue holistique. Ouais, justement, il y a une question qui nous est posée vis-à-vis de est-ce que ça va à l'encontre en fait, de la stratégie RSE d'une marque de luxe qui prend son rôle de modèle prescripteur du RSE désormais? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de cohérence? Vous avez déjà commencé à y répondre. Oui, non, elle l'intègre vraiment dans leur discours de RSE. L'argument est donné aujourd'hui explicitement comme la réalité augmentée, ça permet de faire découvrir mes produits, créer une expérience, etc. Et aussi, et il y a généralement, c'est le dernier argument qui est donné, mais qui n'est quand même pas des moindres, de dire c'est aussi l'aide à la décision, l'aide à l'achat et la réduction de ces excès. Et d'autant plus important quand on sait que l'industrie du fashion est un des premiers contributeurs en termes d'impact environnemental. Et après, alors, j'entends dans quelque chose d'un peu plus technique, mais et je pense qu'il peut être assez parlant, c'est si on regarde aujourd'hui dans nos usages digitaux standards, regarder une vidéo sur YouTube, on consomme plus de bande passante et donc plus d'énergie qu'utiliser un filtre Snapchat. Un filtre Snapchat, en moyenne, ça fait 4 mégas, 5 mégas, 6 mégas maintenant. Une vidéo YouTube en 4D, ça va faire 30, 50, 60 mégas. Donc, l'usage de la bande passante et l'énergie du coup qui est associée au stockage et au streaming de cette expérience n'est pas du tout le même. Ouais. Donc, voilà, je pense que les technologies aussi sur lesquelles on évolue, alors, on va aller vers la 5G, donc vers un Internet plus rapide, et on va aussi, c'est assez radical, sur une réduction du poids des assets. Il y a 10 ans, avoir un bel objet en 3D photoréaliste, il pesait, on va dire 500 mégas, 600 mégas. Il y a 5 ans, c'était 15 mégas, 20 mégas. Et aujourd'hui, avec 2 mégas, on fait un objet ultra réaliste qu'on peut poser devant soi, qui a des lumières ultra réalistes et qui prend l'environnement réel comme décor. Donc voilà, il y a aussi une réduction des assets. Donc voilà, tout ça converge pour que la consommation d'énergie, de bande passante, etc., soit pas plus importante que ce qu'on vit aujourd'hui. Très clair. Clément, c'est parfait. Ils ont très bien répondu. Du coup, il y a une question pour toi, Clément. Du point de vue des spécificités des technologies immersives en Chine, de start-up ou de métaverse, est-ce que tu as des choses à partager sur ces sujets-là? Tous les géants ont investi plus ou moins dans ces technologies. Par exemple, Alibaba a investi dans un laboratoire de réalité expérientielle. Tencent a investi également dans une des grosses startups de métaverse. Il y a TikTok également qui a investi. Donc, en fait, tout le monde a déjà enclenché ces mesures-là, notamment via acquisition de startups en grosse majorité. Donc, c'est déjà quelque chose qui est présent aujourd'hui et très concerné. Il y a une espèce de bienveillance quand même par rapport justement au métaverse en Chine. Après, ils sont un peu plus réfractaires par rapport à tout ce qui est blockchain, crypto. Donc, ça dépend. Mais en tout cas, par rapport à ce domaine-là, beaucoup d'investissements réalisés. Ok, merci. Je vois qu'il y a des questions, ou du moins des remarques liées à la qualité aujourd'hui des rendus, et notamment, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais tout ce qui est virtual try-on. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques remarques ou quelques convictions de votre côté sur ces sujets-là? Purement sur le try-on?
sur la sérialisation? Sur la qualité des rendus de manière générale et là aujourd'hui, puisque sur Virtual Trial. Je pense qu'on peut dire que la qualité des rendus, elle ne fait que progresser et elle progresse à très très grande vitesse. Nous, chez Snap, on a le privilège de travailler avec les plus grandes maisons de luxe qui travaillent avec nous sur des expériences autour des sneakers. On travaille avec des joailliers donc autour de la bijouterie, de l'horlogerie, de la montre. On a des maisons extrêmement exigeantes qui nous font confiance, donc je pense que ça en dit long sur ce qu'elles considèrent sur le rendu de ce qu'on fait. Si sur Snapchat, il y a des profils de marques, des public profiles, donc si vous tapez dans le moteur de recherche de Snap, Dior, Gucci, Chopard ou Louis Vuitton, exactement. Où, en fait, on a une page de marque qui recense toutes les lenses réalisées par cette marque. Des lenses à la fois qui ont été médiatisées ou d'autres qui ont été simplement créées. Et par exemple, je vous invite à aller dans celle de Louis Vuitton, où vous pouvez, un petit hommage à feu Virgil Abloh qui nous a quittés beaucoup trop tôt, on peut retrouver en fait la recréation en 3D du sac Keepall que Virgil Abloh avait designé pour Louis Vuitton. C'est un sac extraordinaire en fibre optique, d'une matière assez dingue. Et ils ont considéré que la TechnoSnap était assez bonne pour créer une reproduction qui soit digne et qui soit même tellement photoréaliste qu'on ne sait pas, quand on prend une photo, lequel est le vrai et lequel est le faux. Ok, ça marche. Je pense que sur cette question du rendu, en fait, il faut distinguer deux choses. Il y a le rendu 3D. Voilà, la qualité du rendu 3D aujourd'hui, elle est quand même très, très poussée. Voilà, dans Snap, dans d'autres technos, dans des apps aussi de marque, on peut aller très, très loin et on peut aller jusqu'à du photoréalisme pour poser des objets devant soi, tourner autour. Et après, il y a une autre partie de la techno qui est plus le tracking, voilà, le tracking du corps, le tracking des pieds, le tracking des mains, des poignets. Et voilà, ces différents trackings n'ont pas tous le même niveau de maturité. Aujourd'hui, le tracking des pieds est très mature et de très bonne qualité. Et quand on essaye, voilà, dans Snap ou dans une app de marque, on essaye des chaussures virtuellement, on a quelque chose d'assez réaliste et bluffant. Et sur d'autres aspects, c'est encore un peu plus primitif, on va dire ça comme ça. Donc, il y a des ratés. Mais si on fait un petit retour en arrière, les chaussures, il y a 1 an et demi, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc voilà, c'est pareil, attendons 6 mois et on en rediscutera sur les autres aspects du trial. Ok, ça marche. Merci. On arrive au bout de cette table ronde. Merci à tous nos intervenants. Merci Clément, merci Patrick, merci Vincent. Merci à tous les participants. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne journée.